Débrayage ce matin à l'Institut médico-éducatif chez Picase. Les salariés ne comprennent pas la démission de leur directeur qui a mis fin à sa période d'essai le 31 octobre dernier, 3 mois après sa prise de fonction. Nous y reviendrons, nous en parlerons dans ce journal. La société anonyme de la raffinerie des Antilles se lance dans la voie de la diversification. D'ici 2025, une centrale de production d'hydroénergie devrait voir le jour entre la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et Mana. Et puis de la culture avec les arts de rue qui se sont emparés ce week-end du quartier de la Charbonnière. 130 artistes locaux, mais aussi venus de l'Hexagone et du Suriname, se sont produits. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche d'information. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle sordide. Le corps sans vie d'un nourrisson a été découvert dans un sac poubelle dans la nuit de vendredi à samedi. C'était à la décharge des Maringouins. Chose marquante, le corps du nourrisson âgé de quelques semaines seulement était décapité. Le parquet a ouvert une enquête. L'autopsie devrait avoir lieu mercredi. Je vous le disais en titre, un débrayage a eu lieu ce matin à l'Institut médico-éducatif Picase. Les salariés ne comprennent pas la démission de leur directeur qui a mis fin à sa période d'essai le 31 octobre dernier, 3 mois après sa prise de fonction. Ce dernier s'était vu refuser des clauses d'amélioration de ses conditions de travail. Un directeur manifestement très apprécié de son équipe. Marie-Claude René, déléguée syndicale UTG, explique les raisons de ce débrayage au micro de Gaël Wassim. Les inquiétudes qu'on a, c'est par rapport à notre prise en charge aux salariés. Ça fait pas longtemps qu'on a fait une grève ici à l'IME et on avait un protocole d'accord qui n'a pas été respecté par la direction. Et le nouveau directeur qui est arrivé a mis en place un travail en équipe et en famille pour pouvoir mieux nous positionner. Et là, tout ça a été balayé d'un coup. Et on ne comprend pas. On est parti pour un débrayage. La direction ne veut pas nous recevoir parce que le personnel a demandé ce que le syndicat représente le personnel et la direction n'a pas le temps de recevoir le syndicat. On veut une rencontre, mais avec le syndicat. Voilà. Et on veut une rencontre avec le directeur pour qu'il nous explique, nous, le personnel et aux familles, pourquoi il est parti. Quelles sont les raisons qu'il est parti. Pourquoi tout a été balayé d'un coup. Où sont les objectifs qu'on avait mis en place? Où sont le travail qu'on avait mis en place? Qu'est-ce qu'il compte faire de tout ça? Daniel Clette, reconduit à la tête de la CDTG avec 90% des suffrages exprimés. C'était lors du 17e congrès de la Confédération des travailleurs guyanais en fin de semaine dernière. Les grands axes de ce deuxième mandat, l'énergie, la santé, l'éducation, l'économie et le logement. Daniel Clette explique les raisons, son programme au micro de Gaël Wassim. Alors c'est un bilan positif parce que j'ai été réélu à 98%. Donc les congrès ont approuvé le mandat, même s'il y a fort de points qui méritent, et c'est dans le projet que j'aurai pour 2017-2021, à essayer de l'avant. Donc globalement, moi je suis satisfait et je profite de l'occasion pour remercier tous les camarades qui étaient présents et qui ont permis que je sois réélu largement. Alors ce second mandat, le premier point, c'est qu'on accompagne les accords de Guyane, puisque nous sommes en tant qu'observateurs mais partie prenante. Parce qu'il y a des points que nous avons travaillé bien en amont avant qu'il y ait un conflit, notamment la santé, notamment le transport, notamment tout ce qui concerne le logement social en Guyane. Donc ce sont des points que nous allons continuer à œuvrer pour que les intérêts des Guyanais soient pris en compte. Ça fait X années qu'on travaille sur le dossier. Certes, il y a eu un point d'ancrage où ça a été cristallisé, mais ce n'est pas depuis 2017 qu'on travaille là-dessus. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille là-dessus. Donc nous allons apporter une autre expertise, un point de vue peut-être différent, mais l'objectif sera le même. On travaille avec tous ceux qui veulent œuvrer pour la Guyane. On n'a pas d'ennemis lorsqu'il s'agit de parler Guyane, de parler bien-être, de parler développement. Énergie, à présent, la société anonyme de la raffinerie des Antilles, Sara, se lance dans la voie de la diversification. D'ici 2025, une centrale de production d'hydrogène énergie devrait voir le jour entre la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et de Mana. Explication de Philippe Guy, directeur de la Sara, au micro de Gaël Wassim. C'est un projet d'abord extrêmement innovant, qui serait une première mondiale. Je crois que sur le territoire guyanais, il y a les compétences pour mener ce genre de projet. C'est d'abord un grand parc photovoltaïque d'environ 70 hectares.
l'électricité passe dans un hydrolyseur pour produire l'hydrogène à partir de l'eau. Cet hydrogène est stocké dans un réservoir et à la demande, cet hydrogène est réinjecté dans une pile à combustible qui va consommer l'hydrogène, produire de l'électricité et de l'eau pure. Cette électricité est envoyée après sur le réseau EDF. C'est un produit que l'on connaît bien, que l'on maîtrise, que l'on stocke, que l'on sait produire. Voilà. Et c'est un produit, formidable, complexe, mais formidable pour les énergies renouvelables de demain. Alors ces projets vont concourir à la maîtrise ou à la baisse du coût des carburants, puisque c'est une prestation qui sera faite par Sara et la valorisation de cette prestation vient en diminution pour calculer le prix des carburants. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette voie-là. Il y a la voie classique de la réduction des coûts, qui n'est pas pour nous un projet d'entreprise. Notre voie, c'est produire plus à moindre coût pour faire baisser centime par centime le prix des carburants. En ce moment, l'essence, par exemple, sort à 61 centimes, sortie Sara. Le reste, c'est le coût de transport, les marges, les taxes. Nous, dans ces 61 centimes, on a un objectif de baisse de 10%. Voilà, ça paraît pas beaucoup, mais 10% sur 61 centimes, ça fait 60 centimes. Et ça représente surtout une baisse de nos coûts de production de 30%. Premier gros chantier social de la présidence Macron, la réforme du Code du travail par ordonnance qui vise à accorder plus de flexibilité aux entreprises avec une part belle accordée aux PME. Comment s'appliqueront concrètement les nouvelles dispositions de la réforme? Une formation a eu lieu ce matin à Cayenne à destination des salariés des petites et moyennes entreprises. Pour tenter de répondre à cette question, reportage de Chrysler Phillips et de Pierre Tréfou. Cette réforme du Code du travail, mais en attendant, santé à présent avec cette question. La nouvelle formule du lévothyrox est-elle réellement au cœur d'une crise sanitaire? Non, selon l'endocrinologue Nadia Saba, seuls 1% des Guyanais sont touchés par une maladie de la thyroïde et seulement 0,1% d'entre eux auraient réellement eu des effets indésirables suite au changement de la formule. Les autres seraient touchés par un effet nocebo purement psychologique provoqué par une surmédiatisation. Les détails dans ce reportage de Pierre Tréfou. Le lévothyrox est un médicament destiné aux patients qui souffrent de troubles de la thyroïde. La composition du médicament a changé depuis fin mars 2017 et des milliers de patients affirment qu'ils souffrent depuis cette date d'effets secondaires graves. Alors le lévothyrox, on a un petit souci en fait au niveau de la reformulation. Donc le laboratoire Merck a reformulé donc à la demande de la NSM un nouveau produit il y a à peu près 5-6 mois. Donc nous fonctionnons en ce moment sur l'ancien lévothyrox et en même temps sur le nouveau. Et on s'est aperçu, surtout via les réseaux sociaux, qu'il y avait des petits effets secondaires divers et variés liés à la nouvelle formulation, la molécule n'ayant pas changé, donc ce serait plutôt lié aux excipients, c'est-à-dire aux produits qui permettent de transporter la molécule dans l'organisme. Voilà. Il s'agit d'une hormone de substitution, la lévothyroxine, consommée par près de 3 millions de personnes en France. Le changement de formule ne concerne pas le principe actif, mais porte sur des substances appelées excipients, qui lui sont associés. Le laboratoire estime que la très grande majorité des patients n'ont pas vu de différence et invite tous les consommateurs de ce médicament à consulter leur médecin pour mettre en place un suivi approprié et se soumettre à des dosages qui permettent de rééquilibrer, si besoin, le traitement. Il y a eu 14 000 déclarations de mars à septembre disant qu'il y avait des effets secondaires. Et sur les 14 000 patients qui ont déclaré ces effets secondaires, il n'y en a eu vraiment que 5 000 qui ont été répertoriés comme effets secondaires pouvant vraiment nuire à la qualité de vie, professionnelle ou sociale. Donc c'est vraiment extrêmement peu, c'est 0,5% des patients. Alors bon, il y a quand même eu des déclarations, donc c'est vrai que là, l'Agence nationale de la sécurité du médicament est en cours d'étude et analyse tous ces effets secondaires. En attendant, bon déjà, la première chose, c'est qu'il faut vraiment rassurer les patients, disant qu'il ne faut surtout pas arrêter le lévothyrox. Si vraiment il y a des effets secondaires importants, à ce moment-là, il faut aller voir son médecin et le spécialiste, l'endocrinologue, qui pourra statuer sur la nécessité ou pas de changer le comprimé. En août 2017, l'Agence du médicament a mis en place un numéro vert pour informer les patients, le 0800 97 16 53.
Rendons-nous en Martinique où musique et religion font bon ménage. Caribbean Street, c'est le titre d'un album issu d'une collaboration du père Olivier Lusné et d'artistes locaux. L'Ecclésiaste était déjà très connu pour sa volonté de moderniser l'image de l'Église. Il récidive avec des sonorités rap pour mieux toucher les jeunes et les moins jeunes. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Alors, je vous disais donc qu'on se rend en Martinique pour parler de culture et de ce père, de cet ecclésiaste qui tente de vulgariser la question religieuse auprès de ses ouailles. Donc, il a signé un nouvel album. De la musique religieuse façon street style, un mélange qui peut surprendre. Lucienne et Sandra ont prêté l'oreille à ce clip du père Lusné. Si toutes deux sont interpellées par le choix musical, les avis sont bien différents. Bon, pour un prêtre, je pense qu'effectivement, on doit quand même essayer de ramener la jeunesse dans ce sens, mais ça me gêne un peu. Que le père Lusné prenne cette initiative, je l'encourage à faire encore et encore. Tous les dimanches soirs, en fait, il anime la messe à Chelcher pour les étudiants. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils se mettent à leur hauteur. C'est comme nous les parents, lorsqu'on veut parler à nos enfants, il faut savoir parler leur langage. Bon les amis, Fred, d'accord, on prend ça et puis on va voir ce que ça donne. Fred, tu peux balancer le son s'il te plaît. Transmettre des valeurs chrétiennes par le biais de musique qui parle aux jeunes, c'est tout l'objectif du père Lusné. Et il compte bien le prouver avec l'album Holy Caribbean Street, enregistré dans ce studio avec une dizaine d'artistes locaux. C'est justement l'idée du projet, c'est d'aller forcer un petit peu les consciences pour montrer que c'est totalement compatible. D'ailleurs, le projet s'inscrit dans un concept qui est né aux États-Unis, qui s'appelle le Urban Gospel. Et Urban Gospel, en fait, c'est prendre toutes les musiques urbaines pour les consacrer, quoi, en gros. La musique, c'est la musique. On croit qu'elle est un don de Dieu. C'est parce qu'on l'utilise mal qu'elle ne sert plus Dieu parfois. Mais à la base, la musique est faite pour toucher les cœurs, pour transporter, pour faire vibrer les âmes. Bon, les gens, HCS, Holy Caribbean Street, un projet qui, on l'espère, va nourrir vraiment vos cœurs. Loin de l'image austère de l'homme d'église, le jeune vicaire souhaite prouver que la religion peut aussi être moderne. Lui est d'ailleurs ultra connecté, il se sert des réseaux sociaux pour communiquer avec ses fidèles. Voilà, celui qui nous a embarqués dans ça. Soyez bénis, yes. C'est un vrai outil pour élargir l'audience, sortir de la cloison, des cloisons, des murs de l'église, et pour aller rejoindre tous ceux qui ne croient plus, tous ceux qui n'espèrent plus, tous ceux qui sont chez eux, tous ceux qui sont isolés. Julia Allais fait partie des chanteurs et a rapidement été séduite par le projet d'album. Elle-même travaille avec des jeunes en difficulté sociale, alors elle sait que la musique peut être un bon moyen de communiquer. Je pars d'eux, je pars de leur musique à eux, de ce qu'ils m'amènent. Et puis avec ça, j'essaie d'ouvrir un petit peu justement sur des textes. Parce que souvent, eux, ce qu'ils amènent, c'est du rap. Justement, c'est des musiques urbaines, quoi. Mais avec parfois des messages un petit peu... voilà, c'est pas toujours... Il y a des gros mots, etc. Donc j'essaie de partir d'eux. Et puis... de tourner vers des textes un peu plus justement qui parlent de délivrer des messages de paix, d'amour, etc. quoi. L'album sera disponible dès demain dans les bacs ainsi que dans toutes les paroisses de Martinique au prix de 15 €. L'argent récolté sera dédié à l'ouverture d'un studio solidaire afin de faire connaître les jeunes talents de la musique sur notre île. Premier gros chantier social de la présidence Macron, la réforme du Code du travail par ordonnance qui vise à accorder plus de flexibilité aux entreprises avec une part belle accordée aux PME. Comment s'appliqueront concrètement les nouvelles dispositions de la réforme? Une formation a eu lieu ce matin à Cayenne à destination des salariés des petites et moyennes entreprises pour tenter de répondre à cette question. Reportage de Chris Laure Phillips et de Pierre Tréfou.
Le 22 septembre dernier, le président de la République a signé 5 ordonnances qui visent à renforcer le dialogue social dans les entreprises. L'idée, c'est de donner une marge de manœuvre supplémentaire aux entreprises, quelle que soit leur activité, quelle que soit leur taille surtout. Il n'y a pas véritablement de tradition de négociation collective dans les petites entreprises, particulièrement celles qui ont moins de 50 collaborateurs. Ça sera davantage possible demain. Ce sera possible dans ces entreprises de s'asseoir à une table, employeurs, salariés, de dire oui, on prend acte de quelles sont les règles de droit du travail qui découlent du Code du travail, qui découlent des conventions collectives de branche. Comment est-ce que nous, on veut les adapter véritablement à notre réalité économique et sociale? Il y a donc un espace de liberté supplémentaire pour ces entreprises-là. Le but premier de ces réformes est d'augmenter la compétitivité des entreprises en leur donnant plus de souplesse, mais elles ont également pour objectif d'améliorer les conditions de travail des salariés. Avant, il n'y avait pas beaucoup de communication, il faut toujours passer par, quand c'est une grosse entreprise, le syndicat. Et souvent, certaines ne font pas leur part de travail, donc c'était conflictuel. Grâce à ces nouvelles lois que Macron met en place, chaque parti aura des droits et des obligations et qu'il faudra les appliquer et les respecter. Une application est prévue au 1er janvier 2018, mais les contours restent encore flous. Dans l'application même, je voulais savoir comment ça allait se faire. Et bon, on voit que l'application c'est au 1er janvier 2018 et on est toujours encore dans une espèce d'incompréhension. Une question se pose, quelle place cette nouvelle organisation du dialogue social laisse-t-elle aux syndicats ? Et notre invitée du jour est Ruth Briquet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Miss Guyane 2017, une semaine après votre couronnement, comment vous sentez-vous ? Alors, je me sens un peu bousculée parce que j'ai été la dernière Miss régionale élue et donc la date du départ approche à grands pas. Il faut faire les derniers préparatifs et ne rien oublier. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dans ce type de concours, de départ ? Donc on a peut-être une liste de... Oui, effectivement, on a un trousseau, une liste pour préparer justement ce trousseau. Et donc il faut veiller à tout avoir. Je suis curieuse, qu'est-ce qu'il y a dans le trousseau d'une Miss Guyane ? Il y a des robes de soirée, des robes de cocktail, des tenues pour les répétitions, du maquillage bien évidemment, et puis d'autres choses. D'accord. Et deuxième tentative, cette année, l'année dernière, vous étiez arrivée première dauphine d'Alicia Eliès, qui vous a d'ailleurs félicité cette fois-ci avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. Pensez-vous pouvoir marcher dans ses pas et devenir Miss France et donner une deuxième couronne de Miss France à la Guyane ? Bien évidemment, j'espère faire aussi bien qu'elle. Je ferai donc de mon mieux à l'élection de Miss France. Et je compte surtout sur le soutien des Guyanais et même des personnes qui ne sont pas guyanaises pour m'aider à aller le plus loin possible. Alors, le 16 décembre prochain, à Châteauroux, vous allez affronter 29 autres jeunes femmes qui ont décroché, qui elles aussi voudront décrocher le titre d'ambassadrice de France. Donc, vous partez bientôt aux États-Unis pour préparer cette élection. Où et comment ça va se dérouler ? C'est cela. Donc d'abord, je pars pour la Guadeloupe. Là-bas, je tournerai mon portrait. Ensuite, je reviens en Guyane et je repartirai déjà le lendemain pour rejoindre les autres candidates à Paris. On passera normalement 10 jours à Los Angeles. Donc on fera diverses activités. Et puis ce sera l'occasion de connaître les autres, de me jauger par rapport à elles parce que bien évidemment, c'est une compétition. Et puis ça reste aussi un voyage de découverte puisque c'est une destination que je ne connais pas encore. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes la première Miss Guyane qui arbore des dreadlocks très fièrement d'ailleurs. Est-ce que c'est juste un choix capillaire ou c'est un message que vous souhaitez véhiculer ? J'ai choisi de porter des locks parce que c'est un style capillaire que j'aime déjà. Ensuite parce que c'est une coiffure naturelle. Et puis ça reste quand même un symbole d'identité. Mine de rien, mes locks m'ont rendue forte. Tous les jours, elles me rappellent d'où je viens et qui je suis. Donc aujourd'hui, je suis fière de porter mes locks et je me verrai mal les couper. Alors les Miss, quand elles deviennent Miss France, on leur demande souvent quel message ou quel combat elles veulent mener durant leur mandat, leur couronnement pendant 1 an. Est-ce que vous avez un message à faire passer si jamais vous êtes élue Miss France ? Je pourrais vous dire que je me battrai pour la paix dans le monde et bien évidemment, il y a des causes qui me tiennent à cœur comme les violences faites aux femmes ou encore la disparité des richesses. Mais pour le moment, je me contenterai, si c'est possible,
d'aider les femmes à s'assumer au naturel, à faire de leurs différences des atouts et puis à tout faire pour pour atteindre leur objectif. Donc vous avez un métier en dehors d'être Miss. J'ai un métier. Parlez-nous-en un peu. Donc j'ai obtenu mon Master 2 en finance il y a bientôt 1 an, je crois, il y a peu de temps. Et donc actuellement, je suis chargée de mission financement et suivi de projet au sein d'une association qui accompagne et qui finance des créateurs et repreneurs d'entreprises. Donc j'assiste un peu au développement économique de la Guyane. Vous comptez continuer dans ce domaine une fois que toute cette belle histoire sera finie? Après l'élection, déjà il faudrait il faudrait connaître le résultat de l'élection. Oui. Et donc ensuite on verra. Mais j'espère évoluer. Merci beaucoup Ruth Briquet d'avoir accepté notre invitation. Reçu. Et nous poursuivons ce journal avec de la culture et la 5e édition du Festival des Arts de rue Arpassi. C'était en fin de semaine dernière dans le quartier de la Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni. Cette année, les festivités se sont déroulées autour du thème de la piraterie dans le respect des valeurs des pirates, à savoir l'ouverture et la convivialité. Regardez ce reportage. Samedi minuit, le festival Arpassi est à son apogée. Le duo de rap Athènes Baccara enflamme l'auditoire. Cette année, le festival Arpassi, c'est 3 jours pour la promotion des arts de rue. Capoeira, cirque, percussion, 130 artistes se relaient dans la rue et sous le chapiteau pour redorer le blason des métiers de la culture. La culture, ça a été prouvé que c'est une vraie richesse pour le pays. Ça crée du bonheur pour les gens qui regardent les spectacles, les concerts. Les syndicats des patrons disent que le chômage intermittent, ça met le budget des ACDIC dans le rouge, que c'est pas valable. Alors qu'en fait, non, ça s'autofinance. On paie beaucoup de charges qui après sont redonnées si on travaille le nombre d'heures qui correspond à une indemnisation de chômage, je dirais presque comme dans le régime général. Pour la 5e édition consécutive, le festival se greffe au quartier de la Charbonnière. Ces rues portent l'histoire des 10 000 réfugiés surinamais qui ont fui la guerre dans les années 80, faisant de ces lieux un des centres de la culture marronne. La Charbonnière, c'est un peu le cœur d'activité culturelle aussi de Saint-Laurent. Tout se passe à la Charbonnière, le meilleur comme le pire bien sûr. Mais on a énormément d'activités autour de la danse, de la musique, il y a énormément de petits bars, de petites rencontres qui se font de manière plus ou moins spontanée. Et on avait commencé à travailler avec des associations locales pour les premières éditions. Et on a également des subventions qui nous viennent de partenaires réguliers, qu'on remercie bien sûr, à savoir la mairie, le CNES, la CTG et aussi la DAC, qui renouvellent depuis 5 ans leur confiance auprès de nous. À cela s'ajoute un tiers d'autofinancement, grâce à la vente de produits dérivés et surtout 120 bénévoles qui travaillent à l'organisation du festival. Camille Hameau s'occupe de nourrir tout ce beau monde avec des aliments produits localement. J'essaie de mettre en avant le potentiel de l'Ouest Guyane au niveau de ses producteurs, à travers... On va chercher le pain à Ouala, on achète notre couac auprès d'une association, l'association Timana. On a aussi dans le secteur des producteurs qui sont dans le bio ou dans l'agriculture raisonnée. On essaye de favoriser ça parce que ça fait partie de nos valeurs dans l'équipe aussi. Et puis dans l'idée de choyer toute cette petite équipe de bénévoles et d'artistes qui permettent la faisabilité du festival et qui donnent beaucoup d'énergie tout le week-end. Une énergie qui sera sans doute toujours là pour la 6e édition prévue l'an prochain. C'est la fin de cette tranche d'information. Voici les titres que nous avons développés. Débrayage ce matin à l'Institut médico-éducatif Yépicaz. Les salariés ne comprennent pas la démission de leur directeur qui a mis fin à sa période d'essai le 31 octobre dernier, 3 mois après sa prise de fonction. Nous en parlions. La société anonyme de la raffinerie des Antilles se lance dans la voie de la diversification. D'ici 2025, une centrale de production d'hydrogène énergie devrait voir le jour entre la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et de Mana. Et puis de la culture avec des arts de rue qui se sont emparés ce week-end du quartier de la Charbonnière. 130 artistes locaux, mais aussi venus de l'Hexagone et du Suriname, se sont produits dans les rues de Saint-Laurent-du-Maroni.
Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Quant à moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une très bonne soirée sur ATV Guyane.